Donc, en attendant de faire le partage, elle est sur le bureau. Donc, je disais, comme c'est une conférence de dissémination du projet, d'un des projets Erasmus Plus Capacité Building Digital, c'est une autre façon aussi de un petit peu, c'est une occasion qui va s'offrir à tous nos collègues, à tous les établissements qui sont présents ici et ceux qui sont connectés en ligne, de s'inspirer, de voir qu'est-ce que c'est qu'un projet digital, quels sont les aboutissants, quels sont les objectifs, peut-être même quel est l'intérêt ou là quelle est la procédure ou qu'est-ce qu'on attend d'un projet, comment conduire un projet. Je ne vais pas rentrer dans la méthodologie des projets Erasmus parce que, comme vous le savez, il y a un bureau national Erasmus qui a la mission d'expliquer qu'est-ce que c'est que les projets ou le programme Erasmus, les actions c'est-à-dire inscrites dans le programme. Mon but dans la participation, en fait, Madame Belhoussine, quand elle m'a demandé de faire une conférence inaugurale, elle m'a rendu un service dans le sens où souvent des établissements ou des enseignants d'un peu partout du pays, ils se déplacent jusqu'à la coopération pour demander ou pour poser une question à la Erasmus. Comment on fait pour aller dans Erasmus? Pour moi, ce qui est important, c'est un petit peu de regarder les autres établissements qui ont déjà une très bonne expérience dans ces programmes, les programmes internationaux, y compris le programme Erasmus, qu'ils puissent un petit peu s'inspirer et peut-être même prendre contact avec ces établissements qui sont quand même, comme je viens de le dire, qui sont vraiment très bien expérimentés. Ils ont une bonne expérience dans ces projets. Et le fait de faire des conférences de dissémination, ça permet, et c'est très bien aussi, parce que ça permet à ceux qui ont un petit peu cette rétraction ou cette phobie d'aller dans des projets internationaux, parce que c'est compliqué, parce que c'est très lourd, mais je vais vous dire que les projets, les programmes internationaux, c'est une finalité en soi. Il faut savoir que toute la communauté universitaire et de recherche devra se pencher sur les programmes internationaux pour être sûr que leur avenir, j'allais dire pas avenir carrière, mais parce qu'on parle, quand l'enseignant il est dans un laboratoire de recherche ou là, il est dans un département ou là dans un service de suivi pédagogique, l'avenir TAO c'est vraiment enseignement et recherche. Et pour qu'il puisse continuer et ne pas tomber dans le quotidien qui est vraiment très lourd à gérer à un certain temps, il faudrait qu'il se penche sur ce qui se fait dans les universités internationales. Et il n'y a pas mieux que ces programmes pour être dedans, pour essayer de développer sa carrière en tant qu'enseignant, ou en tant que chercheur ou enseignant-chercheur, et avoir cet amour de la recherche, cet amour de l'enseignement. Donc, et pour y aller, on sait tous que ce n'est pas facile, mais l'expérience a voulu qu'on peut proposer ou c'est-à-dire se lancer dans la soumission d'un projet, d'une idée projet, et ça peut prendre peut-être 3, 4 ans, 5 ans pour qu'elle puisse aboutir. Et comme disait l'alchimiste, en fait, c'est le trajet ou c'est la période passée à apprendre comment écrire, comment formuler un projet, comment construire son idée recherche et la développer de façon à ce qu'elle ait des dimensions plus que l'enseignement et la recherche. C'est toute cette période d'apprentissage qui est vraiment l'expérience à acquérir. Après, une fois qu'on a appris, quand je dis l'expérience de 5 ans pour monter, vous déposez après des fois, faites les 5 ans, des fois les délais sont dépassés, on n'arrive pas à suivre le rythme, donc il faut apprendre, on apprendra pour la première soumission qu'il faut respecter les délais, qu'il faut donner le temps qu'il faut pour
comprendre déjà l'appel, pour comprendre le scoop de l'appel, pour comprendre qu'est-ce qui est attendu. Une deuxième année pour comprendre quel genre de partenaires je devrais, les partenaires que ce soit nationaux ou internationaux, mais surtout les partenaires nationaux. Parce que on a l'habitude de travailler avec des collègues, mais il faudrait changer la façon de voir ses collègues, c'est plutôt voir des profils, des compétences que moi je n'ai pas et que l'autre il a. Donc on va un petit peu fédérer les différentes compétences. Et là, on pourra, j'allais dire, réussir à faire la jonction bin le chercheur en sciences et technologies, bin le chercheur en sciences humaines et sociales, bin l'industriel qui n'a aucune relation avec la recherche, ou bien le statisticien il chauffe le projet ou la chose, il chauffe en chiffres, donc, et l'économie, etc. Donc, déjà, pour apprendre ou là, pour saisir quels sont les profils dont j'ai besoin pour faire aboutir mon idée, ben là, c'est une autre année. Et après la troisième année, et donc, si c'est un appel qui est fait chaque année je postule, je ne suis pas retenue. Mais le fait, chaque année, je développe, parce que ce qui est bien aussi dans les programmes internationaux, c'est qu'on évalue votre soumission et on vous donne les points faibles de votre soumission et on vous dit quelles sont les choses à améliorer pour que votre soumission, dans 2 ans, elle va aboutir. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'obstacles, mais comme je le disais, les 5 ans, les 5 ans, 5 ans, c'est un peu beaucoup, mais 3 ans, 4 ans, mais l'apprentissage ou ce qu'on gagne, c'est qu'au bout, on a compris comment monter un projet et comment traduire son idée scientifique et lui donner cet habillage économique, cet habillage matériel. Et je le dis souvent, je le dis toujours, on a beaucoup de compétences scientifiques, techniques, d'intelligence, mais l'enseignant-chercheur, les chercheurs, maintenant ça a un peu changé. Ça a un peu changé par rapport à la stratégie qui est aujourd'hui mise en œuvre dans le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, puisque aujourd'hui on considère le ministère comme un secteur qui forme de la richesse, qui produit de la richesse et qui produit parce que le ministère c'est surtout former des diplômés, former les ressources humaines compétentes dans différents domaines. Donc, c'est en fait former cette locomotive du développement social du pays, parce que c'est une responsabilité du secteur de produire des compétences donc, et là, on a compris maintenant, et ça se fait grâce aux différentes réformes ou aux différentes actions entreprises par le ministère. Le ministère, il produit de la richesse. On l'a compris, ça fait il n'y a pas longtemps, 2 ans à peu près, depuis 2022 exactement. Mais en fait, je dis, pour revenir à mon idée, je dis toujours que les enseignants-chercheurs, malgré leurs compétences, ils ne savent pas vendre. Et ce n'est pas un mot vendre, oui, vendre et gagner de l'argent, vendre sa compétence, vendre son expertise. Et il faut avoir cette audace, mais avant d'avoir cette audace, il faut avoir d'abord la confiance en soi. Et quand on a une confiance en soi, on se dit, voilà, ça je peux, ça je ne peux pas. Donc la confiance, elle ne se gagne pas. Elle est ancrée en nous si on a suffisamment, j'allais dire, d'audace de se dire, je peux faire ça, mais non, ça, c'est pas mon expertise, donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on construit un consortium, c'est-à-dire complet. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, parce que en fait, le sujet, c'est plus dissémination, mais je voulais profiter, comme je le disais, pour dire que les programmes internationaux et l'expérience a voulu que parmi, Allah Ibarak, on a quand même 65 000 ou 68 000 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, et on est fiers aujourd'hui de compter parmi les compétences internationales des Algériens, des enseignants à qui on fait appel à l'international parce qu'ils ont vraiment
une très bonne maîtrise et expertise dans leur domaine. Et aujourd'hui, on est quand même aussi très approché ou très sollicité pour être partenaire dans des projets internationaux. Ce n'est pas rien, parce que quand on donne la chance à un joueur d'aller dans une compétition internationale, c'est-à-dire il a cette confiance qui se construit en lui pour dire oui, oui, finalement je peux. C'est juste parce que je suis un peu hésitant. Et c'est pour ça que dans mon intervention, elle n'est pas très longue, à peine 7 ou 8 slides, mais je voulais souligner que le ministère de l'Enseignement supérieur, il a sa stratégie nationale, sectorielle, qui concerne l'internationalisation ou la participation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour aller, comme je le disais, le secteur, c'est un secteur qui fait partie d'un gouvernement. Le gouvernement, il a des objectifs et nous, on n'est pas allé par 36 chemins. Il y a des actions ou des priorités nationales inscrites dans le plan d'action du gouvernement 2021-2024 et il y a 4 points essentiels et importants. C'est une priorité nationale puisqu'on parle de locomotive du développement socio-économique du pays, et on a des comptes à rendre à la nation, et donc on est dans l'obligation de travailler et c'est-à-dire d'exercer pour aller dans l'objectif de ces actions. Et les quatre priorités sectorielles, c'est d'abord la formation supérieure, donc la formation et l'enseignement supérieur, donc améliorer, quand on dit améliorer la formation supérieure, et donc tout ce qui concerne formation, qualité, les modèles d'enseignement, être à la page de ce qui se fait d'abord pour le pays en termes de priorité nationale. Je donne l'exemple, comme on est dans la numérisation et comme on vient de sortir, mais il faut le dire, la pandémie Covid-19, elle a chamboulé le système mondial, que ce soit économique ou là de formation, et donc les enseignements à distance, c'est une des priorités pour aller dans l'ère des priorités nationales qui va nous protéger contre tout accident ou toute situation inattendue. Donc là, par exemple, pour dire l'amélioration de l'enseignement, c'est intervenir dans tout ce qui est modèle ou méthodologie d'enseignement. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il n'y a que des modèles qui sont en train de se développer. Quand on dit amélioration de la formation supérieure, c'est aussi, ça concerne toute la procédure, la proposition des parcours de formation. Est-ce que ces parcours sont en adéquation avec les standards internationaux? Est-ce que ces parcours de formation aboutissent à des diplômes ou à des métiers ou à des compétences? Et là aussi, on parle d'assurance qualité, mais la qualité de l'enseignement dans le sens où c'est un enseignement qui devra aboutir bénéfiquement ou positivement à la demande. Donc tout ça, c'est vraiment une charge du ministère pour qu'on puisse développer ou aller dans l'amélioration de l'enseignement. Il y a aussi l'amélioration de la recherche scientifique, c'est aussi être aux standards internationaux et répondre aux priorités nationales en termes de recherche et innovation, répondre aussi aux problématiques du pays. Et donc, pour faire toutes ces améliorations, il faut penser à des plans d'action à long terme, à l'exemple des PNR qui sont en train d'être mis en place pour répondre justement aux priorités nationales qui sont tous connues de tous et de chacun. Donc les priorités, sécurité alimentaire, sécurité énergétique et santé du citoyen, faisant transversalement impliquer aussi tout ce qui est méthode, technologie nouvelle, numérisation, etc. Et il faut savoir que surtout je suis en train de lister les priorités, mais
on les liste et on imagine qu'est-ce qu'il y a derrière comme action à mettre en place, que ce soit localement ou là à l'international. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire, c'est une question internationale avec les chamboulements, avec les crises géostratégiques qui se font là, ici et là dans tout le globe. La sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est une question primordiale pour tous les pays, même les pays les plus puissants. Ce n'est pas quelque chose qui est... Donc nous, on doit s'inscrire dans ces priorités. La troisième priorité ou importance, c'est s'ouvrir davantage sur l'environnement socio-économique et sur l'Internet. Et donc s'ouvrir sur l'international, c'est se doter des compétences qu'il faut selon la réglementation internationale pour être compétitive. Donc il faut vraiment savoir quels sont déjà choisir, pas choisir j'allais dire, mais cibler les formations ou les actions de recherche qui pourraient nous permettre en tant qu'université de capter, d'attirer les meilleurs enseignants-chercheurs au monde, pourquoi pas les prix Nobel, attirer des étudiants internationaux. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se font au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qu'on ne pensait même pas il y a quelques années, 2 ans là, parce qu'on est en train de s'ouvrir à l'international d'une manière à rendre ces universités ou les universités algériennes plus attractives et qui pourront, grâce à cette ouverture internationale, c'est-à-dire j'allais dire, capter des étudiants qui vont payer pour avoir la formation en Algérie. Donc, avec des montants d'inscription, avec un développement de tout ce qui est institution d'hébergement et d'accueil de ces étudiants internationaux. Et là, vous imaginez, c'est comme dans les pays où vous avez tous eu des stages à l'étranger ou des déplacements à l'étranger. Il y a même des centres d'hébergement, j'allais dire pas individuels, privés, qui peuvent, c'est-à-dire c'est une création aussi de richesse, qui peuvent louer ou faire héberger ces étudiants internationaux. Et ça, c'est vraiment une ouverture sur tous les plans. L'ouverture scientifique et partage des connaissances, etc., mais aussi ouverture de notre société à d'autres cultures, à d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou là, on les voit uniquement dans les pays, enfin dans les villes touristiques, le sud algérien qui est quand même... Mais ça va être une autre façon de venir en Algérie. En même temps, c'est une richesse supplémentaire à l'université, c'est une autre source propre de revenus, mais c'est aussi vendre la qualité et pourquoi pas, je le disais, accueillir des enseignants de haut niveau. Et tout ça va aussi contribuer à l'amélioration des classements des universités. Madame Atlatif est là, elle fait partie des commissions pour l'évolution ou pour le renforcement du classement des universités, et c'est des points en plus qui sont pris en compte dans le classement international des universités. Donc pour vous dire que pour la coopération, on devra, et c'est une obligation pour nous en tant que direction de la coopération, d'améliorer et d'augmenter l'internationalisation, la visibilité des établissements. Et ça ne peut se faire que grâce à des programmes de coopération, des programmes de recherche, des programmes de renforcement de capacité, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien sûr, c'est clair que aussi l'ouverture sur l'environnement socio-économique du pays, on est dans un environnement social, un environnement qui demande à être développé. Donc le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche devra travailler pour le bénéfice et pour répondre aux besoins de cette société
aux besoins du pays économiquement. Et donc, c'est un point qu'il faut aussi améliorer par rapport à toutes les activités menées dans les établissements d'enseignement supérieur. Et enfin, le dernier point, c'est la gouvernance universitaire. Donc, c'est la gestion et le management de ces universités, de ces établissements. Et donc, la mise en place d'une agence d'assurance qualité et d'accréditation, c'est une priorité présidentielle, il faut le dire, et aussi le secteur de l'enseignement supérieur, le ministère, a fait de grandes avancées, que ce soit sur le plan structurel, réglementaire, que sur le plan formation des ressources humaines qui devront gérer cette agence nationale. Et aujourd'hui, si on parle de digitalisation pour piloter l'assurance qualité, ça va dans le même sens de cette priorité. Donc, sur le plan programmes internationaux, participation aux programmes internationaux, on est en plein dedans de ce qui se fait, de ce qui est attendu par rapport aux priorités du gouvernement. Donc les priorités du gouvernement, oui, mais on doit s'inscrire aussi dans un écosystème international parce qu'on est un pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Tout le monde le sait, on a une position privilégiée en étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On doit vraiment faire valoir cette position parce qu'il y a la diplomatie politique, etc., mais il y a aussi la diplomatie scientifique. On est aussi, comme vous le savez, vice-président de la prochaine Assemblée nationale des Nations Unies jusqu'à 2025. Donc, tout ce qu'on fait, que ce soit dans le domaine de l'enseignement supérieur ou là dans la recherche, il doit avoir son impact, c'est-à-dire il doit avoir en ligne de mire ou en miroir les objectifs du développement durable. Et là, j'ai listé les objectifs les plus en relation avec l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc, l'enseignement pour tous, l'égalité pour tous, un enseignement de qualité, et le slogan de l'UNESCO, ne laissez personne à l'écart. Donc, ne laisser personne c'est-à-dire en spectateur, donc un enseignement inclusif. On prend en compte tout ce qui concerne la situation des personnes en difficulté motrice ou autre. Donc, il y a la formation et l'éducation inclusive. Il y a aussi la formation tout au long de la vie. Il y a l'égalité des sexes pour tout ce qui est enseignement. Et j'en passe. Donc, je les ai listés ici, mais c'est les plus importants, mais sûrement qu'il y a d'autres objectifs, d'autres ODD dans lesquels l'enseignement supérieur et la recherche ont un rôle à jouer, mais j'ai listé les plus importants. Et dernièrement, puisqu'il y a en novembre 2023, a été adopté le plan stratégique dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le développement durable. Donc, c'est un accord c'est un cadre de coopération entre l'Algérie et le système des Nations Unies. Donc, le système des Nations Unies, ils ont un bureau ici en Algérie et son responsable, on l'appelle le résident SNU, donc le directeur résident du système des Nations Unies. Et ils ont, dans le cadre stratégique 2023-2027, qui concerne non seulement le secteur de l'enseignement supérieur, mais tous les secteurs, l'énergie, l'environnement, l'habitat, la formation professionnelle, l'agriculture, dans tous les secteurs, parce que c'est un cadre stratégique pays. Donc, on a, dans ce cadre, il y a un financement qui est mis à la disposition de l'Algérie et qui permet de répondre à un certain nombre de besoins en termes de renforcement de capacité, les expertises techniques, l'assistance technique, etc. Et dans le cadre de cette convention de développement durable, le ministère de l'Enseignement supérieur a inscrit un projet dans le cadre du résultat 3, développement social. Et dans le résultat 3, développement social, on a mis l'appui pour le renforcement des capacités de management de l'agence assurance qualité accréditation. On doit quitter l'agence
les personnes en charge du management auront suffisamment de compétences et ils auront cette possibilité de gérer cette agence d'une manière aux standards internationaux. Il y a aussi l'éducation et la formation professionnelle et l'enseignement supérieur inclusif, donc pour les personnes handicapées, pour les personnes qui ont des difficultés, et ils peuvent, c'est-à-dire il y a un projet, et ce projet, il couvre ces renforcements de capacité, et il y a aussi un Erasmus dans ce cadre. Donc, nous, en tant que ministère de l'Enseignement supérieur, vous voyez que on est dans la réponse aux priorités stratégiques du gouvernement et en conformité avec les engagements internationaux de l'Algérie par rapport à ces priorités. Et donc, nous, enfin, à partir de ce constat, on est dans l'obligation de veiller à ce que les établissements d'enseignement supérieur, lorsqu'ils ont cette volonté de soumettre un projet ou de rentrer dans un consortium, il faudrait qu'ils tiennent compte de ces priorités qui sont connues de tous. Donc, et ce qui est important, c'est que si on donne de l'importance à la priorité que j'aurais choisie, il faut être sûr que vous aurez tout l'accompagnement qu'il faut pour que votre soumission ou votre projet puisse avoir le soutien du ministère, l'accompagnement du ministère dans tout ce qui est conseil ou la orientation. Et là, j'insiste sur ça parce que des fois, c'est pour ça que je dis il faut que le chercheur il voit large. Il faut يخرج من البيرو تاعو يخرج شويه برك هكا ويشوف qu'est-ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qui se passe dans les autres universités, qui m'a connu choisir le partenaire, choisir d'autres profils, mais il faut aussi qu'il ait cette capacité d'entrevoir à l'horizon qu'est-ce qui se fait. Le jour où il vient poser la question, et j'ai eu l'expérience, il se déplace à Alger, je fais le ministère, après il propose un sujet, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, c'est imaginaire ou là, mais il faudrait qu'il ait un ancrage réaliste de ce que demande le pays. Je ne peux pas, en tant que chercheur, je ne peux pas aller penser à un projet qui me tient à cœur pendant des années. Je suis la seule à y croire. Je ne peux pas aller au-delà de... Je vais arrêter, je vais bientôt finir. Donc je disais, il faut vraiment être connecté à la réalité. On a cette obligation de répondre à notre pays parce que notre pays compte sur nous, parce que quand même les enseignants, les chercheurs, les kafa'at, c'est la tête pensante du pays. Donc, il faut vraiment être... C'est vrai, quelle est la liberté de la science? Mais il faut aussi qu'on soit... je suis libre dans ma pensée de recherche, dans ma pensée de la science, mais il faut que je sois aussi conscient de ma responsabilité citoyenne. C'est un peu ça. Donc, c'est bien, oui, mais si on veut laisser si je veux laisser quelque chose après quand je pars, ce n'est pas les publications. Non. Bon, les publications, il y a ici, Sadaqa Jaliya, parce que les étudiants, mais je voudrais que ça soit plus que impact, parce qu'on en a besoin en tant qu'Algérie, et on n'a rien à envier aux autres. C'est-à-dire, on est vraiment, et je vous le dis, on a fait dernièrement un atelier, on se sous-estime. On a fait un atelier international sur l'intégration des compétences vertes dans l'enseignement supérieur et la recherche dans la région méditerranéenne. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, avec l'Union pour la Méditerranée, ils ont co-organisé cet atelier. Et en tant que ministère, les organisateurs, ils ont
j'en parle parce que j'ai fait partie. On a l'impression qu'on ne fait pas assez. On fait et on a l'impression qu'on ne fait pas assez, mais non, finalement, on fait plus que ce qu'il faut. Il faut juste qu'on ait l'occasion de le faire et la possibilité de le faire. Et aussi l'accompagnement et la confiance, etc. C'est pour ça que je disais le chef d'établissement, c'est important. Donc au ministère, quand on a les responsables, quand on leur présente un dossier ou un projet qui tient la route, ونشوفوا وراه وين جايين الاهداف وشنو هي المخرجات. C'est pas c'est مخرجات, c'est vraiment مخرجات matérialisées. Donc le responsable il peut que vous encourager à aller de l'avant. Donc voilà, c'est un peu pour alors je voulais peut-être c'est à l'avant-dernier slide. Je voulais insister sur ça. En fait, pour l'enseignement supérieur, pour les objectifs qu'on a listés tout à l'heure, c'est vraiment un objectif principal, c'est développer ou améliorer l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. Et le rôle du ministère de l'enseignement supérieur, c'est soutenir et accompagner ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour un meilleur positionnement régional et mondial. Et on vient de le dire, l'Algérie, elle s'imprègne de plus en plus dans le continent déjà, et elle est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à cela. Et on est, c'est-à-dire en tant que ministère, on est en train de faire des programmes de coopération exécutifs en termes de mobilité d'enseignants, d'échange d'enseignants, d'étudiants, etc. Que ce soit, mais on le fait surtout avec le continent, parce qu'on a à asseoir la position et assurer la position de l'Algérie en tant que pays important, leader dans le continent, mais on aspire aussi à aller au-delà du continent. Donc, on doit, pour aboutir à cela, vraiment tenir compte des quatre volets qu'on a cités tout à l'heure. La gouvernance, donc être aux standards internationaux de tout ce qui est assurance qualité, améliorer l'enseignement supérieur, améliorer la recherche et la collaboration internationale gagnant-gagnant dans le sens où on se met avec des partenaires internationaux lorsque j'aurai quelque chose à gagner. Et souvent ça arrive. Il y a des chercheurs, je ne dis pas les établissements, parce qu'après, quand il y a des enseignants-chercheurs, ils sont invités à rejoindre un consortium lorsque le projet est déjà finalisé. Et on invite le chercheur ou l'établissement, parce que souvent on parle au chercheur, pas l'établissement. Le chercheur, voilà, il le connaît parce qu'il y a eu des échanges ou il a une participation quelque part à un séminaire international. Après, je sais qu'il a cette compétence, le projet. En dernier lieu, en queue de liste. Après, on se retrouve la tâche que oui, le chercheur, il a cette possibilité de convaincre l'établissement. Et comme l'établissement, le chef d'établissement, il veut vraiment accompagner ce chercheur pour améliorer, pour aller dans le sens de la priorité sectorielle qui est l'amélioration de la visibilité et l'augmentation de la participation, oui, il n'y a pas de problème, on nous envoie la demande d'autorisation de rejoindre un consortium international. Mais en fait, oui, d'accord, c'est bien, mais est-ce que c'est dans le cadre des priorités? Est-ce que le sujet et la tâche après de l'institution algérienne, elle est quoi? Est-ce que si j'ai pas monté les priorités, si j'ai pas participé à la définition des livrables, si je n'ai pas participé à j'allais dire à l'élaboration de la feuille de route, je viens pas en dernier. Non, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un de l'Afrique du Nord ou là de l'Afrique ou là non, je viens pas. Je vais dans peut-être parce que c'est bien aussi la curiosité scientifique. Une chose qu'ils sont en train de monter, mais quand je viens à la dernière minute et on me dit dans la semaine il faut déposer, ça se voit que je ne suis pas important en tant que partenaire. Donc je ne suis pas important, ça ne diminue pas de mon importance scientifique et technique, mais
ça me diminue en tant que partenaire dans un consortium. On se met d'accord parce qu'on partage, parce qu'on échange, parce qu'on pas on profite, on apprend les uns des autres, chacun par rapport à ses compétences. Oui, je vais dans ce consortium, mais je ne participe pas à un consortium à la dernière minute. Et ça, c'est important. Il faut que ça soit, c'est-à-dire ancré dans les esprits des enseignants-chercheurs. Et je crois que, en tant que représentant de vos universités, c'est-à-dire il y a aussi cette responsabilité en votre qualité de responsable de l'université, responsable des relations extérieures, de regarder de plus profondément la participation ou la proposition qui nous vient. Là, je viens de dire tout ce qu'on... parce que je vous laisse juste le temps de le lire. Je parle dans ça, je reprends ce que je viens de dire, c'est augmenter la participation, augmenter la synergie entre la formation, l'enseignement et le monde socio-économique, parce qu'on doit répondre à un besoin socio-économique, surtout avec cette vision qu'on est une locomotive pour le développement socio-économique du pays. Donc tout ça, il faut l'intégrer, et je l'ai repris et j'ai mis ce qui m'est venu c'est-à-dire à chaud, mais il y a d'autres points qu'on pourrait mettre. Là, c'est l'avant-dernier, donc j'ai essayé de reprendre tous les projets Erasmus qui se sont déroulés ou qui ont eu lieu ou qui ont été exécutés les 10 dernières années, donc de 2015 à 2024. Les deux derniers, ou le dernier, c'est le projet Leeds Amsterdam, et il est en parfaite corrélation avec la stratégie du secteur. C'est comment augmenter les compétences. Il est tout en bas. C'est les compétences, les trois compétences, comment certifier les trois compétences, le linguistique, donc l'anglais, le numérique et l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment les trois principales activités dans lesquelles le ministère excelle, et les établissements, de par la mise en œuvre de cette stratégie sectorielle, est en train vraiment de gagner du terrain, d'avoir beaucoup de... Mais ce que je voulais dire par rapport à tous ces projets, donc il y en a l'OLANI 21 et 10, donc 31 projets. Si on les prend tels quels, les quatre priorités qu'on avait vues tout à l'heure, gouvernance, enseignement supérieur, la recherche et la collaboration internationale, on les retrouve dans les projets qui ont été réalisés, pour ceux qui sont clôturés, pour ceux qui sont en cours d'exécution. En fait, c'est vrai, 31 projets pour 10 ans, c'est pas assez. Quand bien même ces projets répondent réellement, et c'est ce qu'on devra faire tous ensemble, répondre réellement aux besoins qu'on est en train d'essayer d'y arriver. Si je prends par exemple le projet ESAGOV, ou là je prends Insight, ou là je prends... C'est des projets qui font intervenir la gouvernance, améliorer les méthodes d'enseignement. Insight, 2017 ou 2016, mais il parle de l'enseignement à distance. Les capacités, les formations pour un métier. Donc, les enseignants, les projets, ils ont pensé au métier, déjà 2015-2016, ils ont pensé au métier de demain. Et le demain 2015, c'était 10 ans. Normalement, les formations, les livrables, les projets, on devrait les voir sur le terrain et on aurait gagné beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'espère, c'est un projet qu'on est en train de monter au niveau de la coopération, c'est de reprendre tous les projets les plus pertinents et les plus aboutissants, parce qu'il y a des projets
vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a des projets, quand ils finissent, ils sont évalués, il y a un audit évalué par l'Union européenne et il y a des notes qui sont données, des appréciations. Donc on aura à prendre les livrables des projets évalués positivement et aller dans le sens de leur mise en œuvre, de leur généralisation. Et ça, c'est une obligation parce qu'à un certain moment, on se retrouve en tant qu'enseignant. Je vais proposer un autre projet sur l'assurance qualité, l'INDER déjà, sous toutes ses formes, et on espère être retenu par l'Union. Jamais. Jamais, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux capitaliser, qu'est-ce que je peux valoriser pour aller au-delà et faire, même quand je présente ce projet, c'est-à-dire la phase 2 ou la phase 3, de ce qui a été retenu, parce que les bailleurs de fonds, c'est un investissement. Je vous ai financé pour comprendre qu'est-ce que c'est l'assurance qualité. Un deuxième financement, quels sont les outils, quels sont les mécanismes, quelles sont les procédures, quelles sont, effectivement, l'assurance qualité, après je n'en parle plus. Donc c'est aussi ce qui est demandé aux établissements. Nous, c'est vrai qu'on a cette responsabilité de recueillir tout ça, parce que l'enseignant, il ne va pas aller chercher 31 projets, je nous livrable, et c'est vrai que c'est le travail pour le bilan, ou on va l'appeler, on va bien trouver le nom de cette... c'est pas une analyse SWOT. Capitaliser les projets internationaux, capitaliser les livrables, capitaliser les compétences, un état des lieux et même utiliser ou la valoriser, capitaliser pour aller dans l'exécution de ce que les collègues membres de ces consortiums ont réalisé. Donc voilà, je vous remercie pour votre pour le temps que vous m'avez donné pour parler de ça. Et le temps est donné à Digitac, parce que Digitac, c'est aujourd'hui la conférence de dissémination de Digitac. Les questions par rapport à la coopération, je suis prête c'est-à-dire si vous avez des questions, je suis prête à y répondre, mais je ne voudrais pas prendre le temps de Digitac pour monopoliser les questions. On va un petit peu sortir du sujet. Merci beaucoup, madame. Et